L'entendre grésiller et puis le mordre, un steak, c'est si bon, ou peut-être pas. Pendant des siècles, manger de la viande était dans nos sociétés synonyme de force et de santé. Mais aujourd'hui, les carnivores se retrouvent acculés dans le camp des méchants, face aux gentils végétariens. Car oui, la viande n'a plus bonne presse. Elle est accusée de mettre notre santé et notre planète en danger. Même nos autorités sortent les crocs. Pour la première fois, la Confédération fixe des objectifs climatiques aux paysans. Elle veut promouvoir une diminution de la consommation de viande. À terme, l'objectif est donc de diminuer l'importance de l'élevage de bétail. Le secteur de la viande en Suisse, c'est 10 milliards de francs de chiffre d'affaires par an et des milliers d'emplois. Autant dire qu'il ne va pas se laisser faire. Grâce à un réseau très bien organisé, comme le dévoile notre enquête, il diffuse ses arguments pour minimiser le rôle de l'élevage dans le changement climatique, osant affirmer que les bovins ne sont en aucun cas néfastes pour le climat. Là, on est clairement cette fois-ci dans la désinformation parce qu'on est face à des faits totalement erronés et même mensongers. Nous allons vous raconter comment l'industrie de l'élevage a élaboré une stratégie très offensive en Suisse et dans le monde pour instiller le doute dans nos têtes de consommateurs. Mais quel est réellement le rapport entre les vaches et le climat ? Une minorité de scientifiques a propagé ses convictions anti-viande et anti-élevage. Selon eux, nous consommons trop de produits issus de l'élevage dans les pays riches, ce qui causerait des dégâts trop importants sur l'environnement. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. L'industrie de la viande est la plus polluante en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comparée à d'autres aliments. Cette industrie sait très bien qu'avec la crise climatique, il faut qu'elle se transforme radicalement. Mais elle fait tout pour que rien ne change. La viande domine encore largement nos régimes alimentaires et l'agriculture. Mais sera-t-elle détrônée pour sauver notre planète ? Aujourd'hui, la guerre entre ses détracteurs et ses défenseurs est intensément engagée. Il y a ici comme une ambiance de village d'Astérix, un village qui résiste encore et toujours à l'offensive des anti-viandes. Monsieur, bonjour. Bonjour. Les escargots, c'est tout bon. Ceci. Bonjour, monsieur. Très bonne journée, bon week-end à toi. Merci beaucoup. Bonjour, Anna. Salut. 4 tranches de filet de poulet, s'il te plaît. 4 tranches de filet de poulet, volontiers. Bonjour. Bonjour. J'aimerais 4 baby steaks, s'il vous plaît. Oui, volontiers. 3 escargots. Dans la famille Léger, on est boucher depuis 4 générations à Saint-Blaise, juste à côté de Neuchâtel. La viande trône sur l'étal, à s'en pour lécher les babines. Tu désires le double? Ah non, c'est tout bon avec ça. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, madame. Quel type de client vous avez, monsieur Léger ? On a de tout, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des du village, des de l'extérieur, un peu de tout. Et ils achètent toujours autant de viande qu'à vos débuts ? Ils achètent différemment, on va dire. Bonjour, Anna. Il est loin, le temps où la viande jouissait d'une réputation sans tache. Aujourd'hui, la viande rouge et transformée est classée par l'OMS dans la liste des substances cancérigènes. Cela a refroidi un peu l'ardeur des carnivores. C'était parfait. Il y a une vingtaine d'années, on tuait les cochons, et puis on vendait les cochons du groin juste à la queue. Et puis maintenant, j'achète plus des demi-cochons, je vends que certains morceaux. Je pense que les gens, ils achètent toujours bien de la viande. Ce qu'ils cherchent, c'est la qualité. Et puis, peut-être ils en mangeront moins souvent par semaine. Les chiffres le confirment. Depuis les années 90, la consommation de produits carnés a baissé d'un bon 20%.
Mais elle s'est stabilisée depuis une dizaine d'années autour des 50 kilos par personne et par an. On se retire, oui, alors ça, c'est vraiment une tradition. On n'a pas changé la recette des aïeuls. Et puis, on fabrique tous les lundis. Ça représente quoi pour vous, la viande, monsieur Léger? Une passion. Une grande passion. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Il y a peu de métiers que vous pouvez faire et puis que vous faites tout le processus. C'est-à-dire qu'on peut choisir la bête chez le paysan et puis l'avoir juste dans l'assiette. Et il y a d'autres bouchers dans le village? Malheureusement, plus. Il y avait 2 charcuteries et 3 boucheries. Et puis maintenant, je suis le dernier. Alexandre Léger a ses fidèles clients, mais il y a tous les autres consommateurs. Alléchés par des prix bien plus bas, ils sont nombreux à passer la frontière pour se fournir en viande. C'est un autre coup dur pour nos bouchers. Tout le monde souffre. Quand vous avez des colonnes de voitures le samedi qui vont en France, et puis que vous êtes dans votre boucherie puis vous voyez ça, c'est quand même terrible. Tout le monde souffre, même si on est loin de la frontière. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Oui, bien sûr. On compte à peu près qu'il y a une boucherie par semaine, en moyenne, qui ferme en Suisse. C'est énorme. Même constat amer à l'autre bout de la Suisse romande. Nous sommes chez un détaillant genevois récemment installé dans une des zones industrielles du canton. Bernard Menu reprend le couteau pour nous. C'est comme apprendre à nager, on n'oublie plus ça. J'adore. Lui aussi était un boucher de quartier à l'ancienne, mais il a transformé son entreprise en fournisseur haut de gamme, un marché bien plus rentable. Alors les boucheries genevoises, malheureusement, elles disparaissent les unes après les autres. Je veux dire, on a perdu beaucoup de clientèle, les gens vont de l'autre côté de la frontière. C'est un problème qui s'accentue d'année en année, je crois. Un crève-cœur pour le patron des bouchers genevois. Oui, c'est un secteur qui saigne pour les petits artisans en Suisse. Chaque fois, je leur dis, essayez de trouver des niches de manière à pouvoir vous différencier des autres, différencier de la grande surface. Mais la grande surface a les mêmes soucis que nous, je veux dire. Ils ont aussi des baisses de chiffre d'affaires, c'est certain, en tout cas en ce qui concerne la viande. Pour lutter contre les ravages causés par le tourisme d'achat, les bouchers ont l'appui de la Confédération. Il s'agit de protéger le marché suisse de la viande, un secteur qui pèse 10 milliards de francs. Régulièrement, les gardes-frontières effectuent des contrôles surprises. Ça, c'est ce qu'il faut peser. Ça, c'est full viande. On va dire 12-13 kilos, on va aller voir ça. Le reste, c'est bon. Ouais. On va voir combien il y a. Bien sûr, bien sûr. Moi, tu me laisses qui, Ayo? Très bien, ok. Ben voilà, 13 kilos 2. Impossible d'échapper à une amende à laquelle s'ajoute une taxe au kilo. Et 300? Ouais, je laisse ça avec ma collègue. Ouais. C'est madame qui décide. Allez parler avec votre femme. Vous avez en tout 13 kilos de viande. Oui. Vous avez droit à 1 kilo par personne. Donc il y a 11 kilos en trop. Là-dessus, vous avez une amende de 300 francs que vous êtes obligé de payer. Maintenant, si vous voulez garder la marchandise avec vous, vous rajoutez 187 francs. Madame décidera de tout payer. Comme quoi, pour de la viande, les consommateurs sont prêts à prendre de gros risques. La patrouille continue sur tout le pourtour du canton. Parfois, il nous arrive effectivement de faire des grosses prises. À savoir, il y a quelques jours en arrière, on a effectué un contrôle d'un véhicule. Dans le coffre, il y avait les courses qui étaient dessus, on avait les bières également. Et puis en fait, il fallait vider complètement les courses, l'emplacement de la roue de secours en dessous. Et puis nous avions de la viande qui a été disposée ici, jusqu'au fond même, pour un total d'environ 29 kilos. Et il s'avère que cette personne avait déjà été contrôlée et amendée
à 2 reprises en tout cas par nos services. Donc elle savait aussi ce qu'elle faisait. Alors pour la rive gauche, les patrouilles sont en place et opérationnelles. Ce sont des centaines de kilos, voire plusieurs dizaines de tonnes de viande que les trafiquants professionnels font passer pour les revendre en douce à des restaurateurs, parfois même à des bouchers. Au total, l'Union professionnelle suisse de la viande estime les pertes dues au trafic à 1 milliard de francs par an, soit 10% du chiffre d'affaires total de la branche. On comprend mieux pourquoi Bernard Menu se montre si combatif pour défendre les produits suisses et locaux. Aujourd'hui est arrivée une grosse bête, une génisse, un veau, et puis 10 porcs GRTA du château de Jussy. C'est du bon matos, ça? Ah, ça c'est du matos du top, regardez vous-même, hein. C'est de la super cam, ça. Ah non, alors c'est clair que vous trouvez ça difficilement sur le marché, hein. Mais un nouveau front s'est ouvert. Il est autrement plus menaçant pour le secteur de la viande que le trafic de contrebande. Quand vous avez commencé à être boucher, quel était le rapport des gens à la viande? Alors, il n'y avait pas tous ces soucis de personnes qui mangent moins de viande, de toutes les personnes qui sont véganes. On en parlait beaucoup moins. À l'époque, moi je mangeais 2 fois par jour de la viande. Aujourd'hui, j'en mange 3 ou 4 fois par semaine, même que je suis dans le métier. J'ai des enfants qui sont carnivores, ils ne mangent pas de la viande tous les jours. Ça a été une vitesse grand V. C'est ces 5-10 dernières années que ça commence à bouger dans tous les sens. Non, ça a été vite. C'était vite. D'un bout à l'autre de la planète, ce qui fait trembler les seigneurs de la viande, c'est une offensive globale contre l'élevage intensif et industriel. Tout a commencé en 2006. Des experts de l'ONU ont estimé pour la première fois l'impact de cette industrie sur le climat. La FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, affirme que le secteur de l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Une part jugée plus élevée que les transports. L'industrie de la viande conteste et tout le monde se met à refaire des calculs. La FAO révise son estimation à 11%, mais d'autres experts vont jusqu'à 20%. La source principale d'émissions étant le méthane éructé par les vaches. En Suisse, la Confédération estime à 13% la part de l'élevage dans nos émissions de gaz à effet de serre. Alors faut-il réduire nos cheptels et manger moins de viande pour sauver notre planète ? Aujourd'hui, on stigmatise trop souvent l'élevage, la consommation de viande également. S'il y a vraiment des causes à chercher au niveau du dérèglement climatique, ce n'est pas au niveau de l'agriculture ni au niveau de l'élevage qu'il faut chercher cela, c'est plutôt au niveau de l'évolution de nos modes de société. Michel Darbelay, membre de la direction de l'Union suisse des paysans, nous a proposé de le rejoindre sur une exploitation jurassienne passée en bio. Une belle vitrine pour l'élevage, mais ceci dit, ce type de ferme ne représente qu'une toute petite part des élevages de Suisse. L'élevage, c'est un peu la colonne vertébrale de l'agriculture suisse. Nous avons non seulement la production de viande, mais on a aussi la question de la production des produits laitiers, du fromage. La Suisse est réputée pour ses fromages, aussi pour la qualité de sa viande. Et je pense qu'aujourd'hui, consommer de la viande, ça fait partie d'une alimentation équilibrée. On doit en tenir compte. Pour nous, ce qui est important, c'est de poursuivre nos engagements en faveur de la durabilité. Je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui d'agir sur d'autres leviers, comme la réduction du gaspillage alimentaire, comme la mise en valeur de tous les morceaux des animaux pour la production de viande, plutôt que de simplement stigmatiser et de dire finalement on doit réduire la production animale en Suisse. La pique est à peine voilée et elle s'adresse à la Confédération. Alliée jusque-là indéfectible des producteurs de viande, elle a commis un acte de quasi lèse-majesté avec ce document. Une stratégie climatique inédite pour l'agriculture et l'alimentation, présentée en septembre dernier. Jusqu'ici, la Confédération refusait de fixer des objectifs climatiques aux agriculteurs et aux consommateurs. Trop délicats.
Or, la consommation de viande, principale source de gaz à effet de serre dans ce domaine, reste trop élevée. 50 kg de viande par personne chaque année. C'est excessif. Les consommateurs mangent 3 fois plus de viande que ce qui est conseillé. La production de viande a une grande influence sur le climat et sur la consommation d'eau. C'est pourquoi c'est important de réduire notre consommation de viande. Pour rendre notre système alimentaire durable, la Confédération veut notamment inciter nos agriculteurs à produire bien plus de protéines végétales via les paiements directs. Avec nous, Michel Darbelay, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose qui tombe sous le sens, au fond, ça pollue plus d'avoir du bétail, de manger de la viande, il faut baisser un petit peu tout ça. Vous êtes d'accord sur le fond ? Non, je crois pas. Je crois qu'on surestime aussi aujourd'hui le rôle de l'élevage dans la question climatique. On parle souvent du méthane comme gaz très nocif pour le climat, mais où nous avons avec le méthane un gaz à très courte durée de vie et on voit par rapport au CO2 qui reste plus de 100 ans dans l'atmosphère, le méthane reste 12 ans et ça s'intègre dans les cycles naturels. Nous avons montré cet extrait à la climatologue Valentine Piton. Alors le problème de ces déclarations, c'est que c'est ce qu'on appelle de la malinformation. C'est-à-dire que ça part d'une partie réelle d'un fait, mais que ça ne dit pas la suite. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le méthane reste 12 ans dans l'atmosphère une fois émis. Par contre, il s'y transforme en CO2, justement, qui lui, comme c'est bien dit, va rester encore un siècle. Donc cette question de la faible durée de séjour dans l'atmosphère du méthane, qui est beaucoup répétée par le lobby de la viande, en fait, est tout simplement erronée, puisqu'en fin de compte, on a quand même toujours un gaz à effet de serre qui va perdurer dans l'atmosphère. La bien nommée Proviande, l'interprofession de la viande, multiplie les interventions médiatiques pour diffuser son message, comme cet article sponsorisé paru dans Le Matin dimanche. On y lit que le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC, conclut qu'il a massivement surestimé l'évolution de la température de la planète. Non, ça c'est faux. Donc on a affiné ces calculs pour qu'ils soient plus précis selon l'échéance dont on parle. C'est de la désinformation ? En tout cas, c'est une très mauvaise interprétation des résultats récents. La professeure Martine Rebetté est une climatologue réputée qui participe aux recherches mondiales sur le climat. C'est pas nécessaire d'aller rajouter de la désinformation parce que c'est décrédibiliser l'ensemble de la branche. Et l'agriculture, on en a besoin, on a besoin de se nourrir, on peut faire beaucoup mieux, on peut améliorer l'agriculture. En Suisse, on sait qu'en moyenne, on consomme trop de viande, on peut réduire un peu, ça sera aussi meilleur pour notre santé et pour le climat. Choqué par l'article de Proviande, un lecteur a interpellé la Fédération romande des consommateurs. La spécialiste de l'environnement et de l'agriculture de la FRC lui répond sur Instagram. Alimentaire, la FAO est très claire. Les bovins sont ceux qui mettent de grandes quantités de méthane en éruptant lorsqu'ils ruminent. Or, le méthane a un pouvoir de réchauffement 25 fois plus élevé que le CO2, même s'il reste moins longtemps dans l'atmosphère. Ce qui nous a frappé en premier lieu, c'était l'utilisation du terme de mythe pour qualifier le réchauffement climatique qui est dû au méthane émis par l'élevage bovin. C'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe, on le sait. Et puis dans ces articles, typiquement l'article du Matin dimanche, on va retrouver mis en exergue certains arguments du type « les bovins ne sont aucunement néfastes au climat ». Ce qui est particulièrement bien sûr problématique parce qu'au final, la conclusion de cet article, c'est de dire vous pouvez continuer à manger autant de viande qu'aujourd'hui, alors que finalement, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Ce que relève aussi la FRC, c'est que les campagnes de communication de Proviande sont financées en partie par la Confédération, plus ou moins 6 millions de francs par an. Qu'il s'agisse de pubs pour la viande suisse ou d'articles sponsorisés. C'est comme dans la vie en général. Si on donne, on reçoit, c'est la même chose. Finalement, le problème, c'est pas tellement de soutenir des produits suisses, c'est plutôt d'allouer des fonds à un certain type de publicité. C'est-à-dire que là, on prend de l'argent dans la poche du contribuable, ça va directement à l'interprofession de la viande, qui fait rédiger des articles qui ne sont pas une bonne information du consommateur. Donc clairement, il y a mieux à faire de cet argent.
Pour l'instant, les fêtières de la viande ont réussi à faire capoter toute tentative visant à couper ce financement. Car à Berne, un lobby puissant défend très bien ce secteur et ses milliards de chiffres d'affaires face aux critiques sur son bilan climatique et environnemental. Mais qui le compose, ce lobby ? Au premier regard, seuls 2 parlementaires sont liés aux 2 principales fêtières de la branche. Proviande, qui regroupe les grands producteurs et distributeurs comme Migros ou Coop, et l'Union professionnelle suisse de la viande. Mais notre enquête montre bien plus de liens d'intérêt. En nous basant sur les données disponibles en ligne, nous avons découvert un réseau bien nourri, articulé entre différentes organisations agricoles, en rouge celles directement liées à la production de viande, et 16 parlementaires. Il y a aussi des liens indirects avec 2 autres députés. Mike Egger est l'un des élus les plus actifs dans ce réseau. Élu UDC de Saint-Gall, il est chef de projet chez Micarna. Micarna, c'est le grand producteur de viande de la Migros et l'un des membres principaux de Proviande. Nous lui présentons notre enquête. Marcus, je le connais bien. Je les connais tous bien. C'est juste ? Oui, c'est pas mal. Vous voyez aussi ? Oui, ici en haut. Oui, c'est pas mal. Donc, vous travaillez chez Micarna ? Oui, c'est correct. Et Micarna est à Proviande ? Oui, tout à fait. Il est aussi membre de l'Union des professionnels de la viande de Saint-Gall, qui elle-même est affiliée à l'Union professionnelle suisse de la viande. Et il appartient à l'association Carna Libertas, qui défend la liberté des carnivores. Je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut intervenir immédiatement et de façon radicale, qu'il faut carrément mettre les consommateurs sous tutelle. Que la Confédération veuille faire un plan de menu imposé par l'État, cela va simplement trop loin. Je rejette cela à tout point de vue. Mais pourtant, la Confédération propose de réduire la consommation et la production de viande dans sa stratégie climatique. Cela entraînerait des conséquences drastiques. Dans le secteur de la viande en Suisse, nous avons un taux d'auto-approvisionnement très élevé. Nous pouvons couvrir 81% du marché avec de la viande suisse. Nous avons développé une production de viande très durable. Et ce sont pour moi autant de bonnes raisons pour ne pas réduire cette production ou la déplacer. Et au lieu de toujours taper sur les agriculteurs, nous devrions plutôt les remercier d'amener chaque jour des aliments frais dans nos magasins. Au sein des parlements, il y a toujours effectivement des représentants des différents secteurs qui vont venir défendre leurs intérêts. Donc ça fait partie du jeu politique. Élue verte vaudoise, la climatologue a passé 4 ans sur les bancs du Parlement de 2019 à 2023. On a vraiment un réseau assez dense. On voit qu'on a effectivement des parlementaires d'ailleurs qui appartiennent presque tous au plus grand parti, à l'UDC. Le problème, c'est quand les parlementaires qui vont avoir davantage d'influence et de pouvoir, ils l'ont parce qu'ils sont présents dans les différents organismes que vous présentez dans votre schéma. Et cette influence-là va en fait leur servir, consciemment ou non, à diffuser massivement de la désinformation. Et c'est là que ça devient très problématique, parce que les mêmes désinformations, les mêmes propos sont en fait distillés en amont par les grosses industries polluantes et ensuite redescendent toute cette filière et sont répétées à l'envi par chaque acteur, y compris politique, qui fait partie de la défense de cette filière-là. Voilà un exemple concret de ce que dénonce Valentine Piton. Sur le site de l'Union suisse des paysans, on découvre cette vidéo dans le chapitre consacré au climat. La vache, nuisible au climat. Il est souvent supposé que les troupeaux de bovins sont les principaux responsables des émissions de méthane dans le monde et donc du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Pour donner du poids à la démonstration, suit une intervention non pas d'un des nombreux experts suisses en la matière, mais d'un professeur basé aux États-Unis. C'est ce que prouvent les études du professeur Frank Mittlehner, expert en qualité de l'air à l'Université de Californie.
La particularité de ce professeur, c'est qu'il appartient à un groupe de scientifiques qui minimise le rôle de l'élevage dans le réchauffement climatique. La professeure Jennifer Jacquet a enquêté sur les liens de ce scientifique avec l'industrie américaine de la viande. L'étude de cette spécialiste des stratégies de communication des géants industriels vient d'être publiée dans un grand journal scientifique. Nous avons très précisément documenté ces liens avec l'industrie. Elle a investi des millions de dollars, plus de 5 millions de dollars dans un centre de recherche créé pour lui à l'Université Davis de Californie qui s'appelle le Clear Center. Il affirme que le méthane ne devrait pas nous inquiéter parce qu'il a une durée de vie plus courte dans l'atmosphère, que le méthane émis par les vaches est moins inquiétant que celui émis par les industries fossiles, et qu'en fait, nous devrions nous attaquer à l'industrie fossile et ignorer complètement le système de production alimentaire, parce que la priorité, c'est de passer aux énergies renouvelables. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette stratégie, car l'alimentation joue un rôle très important dans le changement climatique, et pourtant elle ne reçoit que très peu d'attention. Je pense aussi que nous pourrions tous agir très rapidement. Et il n'y a pas besoin d'un gigantesque remodelage de nos infrastructures. If you reduce methane from cattle, you pull carbon out of the atmosphere, and that induces global cooling. Il a connu un succès immense dans sa mission. L'industrie lui a offert une plateforme et un micro gigantesques. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'a aucune formation en matière de climat et il parle des cycles de la Terre, des émissions et de méthane, comme s'il était un gourou des gaz à effet de serre. Comment ce scientifique contesté s'est-il donc retrouvé dans une vidéo diffusée par l'Union suisse des paysans ? Écoutez, moi je peux pas me mettre à la place, je peux pas juger la question du financement de ce professeur ou autre. Alors c'est vrai que dans les études, on dit souvent on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quelle étude, suivant sur quelle source on se repose. Mais pour nous, le but, c'est d'avoir une compréhension de la problématique pour pouvoir prendre nos responsabilités. Nous nous sommes basés aussi sur certains scientifiques qui pouvaient nous orienter. Et typiquement, il y a des nouvelles connaissances au niveau international pour typiquement mieux évaluer l'impact du méthane sur le climat. Si les déclarations de Frank Mitloehner parviennent jusqu'à chez nous, c'est aussi parce que le groupe de scientifiques dont il fait partie est très actif à l'échelle mondiale. L'un des plus écoutés d'entre eux, le Suisse Per Ederer, s'est installé à Rapperswil, sur les bords du lac de Zurich. Une minorité de scientifiques a propagé ses convictions anti-viande et anti-élevage. Nous estimons que la majorité des scientifiques n'est pas d'accord avec eux. Mais ils n'ont pas eu voix au chapitre. Lui non plus n'est pas climatologue, mais économiste de formation. Cela n'empêche, il est l'un des auteurs d'un texte qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'élevage, la Déclaration de Dublin, publiée fin 2022. En 2 mots, ce texte défend l'élevage animal pour nourrir la planète, malgré son impact sur l'environnement et sur le climat. Et il s'oppose à la réduction du cheptel animal. Diffusé dans le monde entier, y compris en Suisse, cet appel a recueilli plus de 1200 signatures de scientifiques. Grâce à la déclaration de Dublin, nous leur avons donné une voix. Nous leur avons donné l'occasion d'exprimer leurs inquiétudes et leurs points de vue sur le fait que l'élevage a un rôle important à jouer dans la société. Est-ce qu'ils travaillent avec l'industrie de l'élevage ? Mais bien sûr qu'ils le font. Comment ne pas collaborer avec l'industrie de l'élevage ? On ne travaille pas qu'en théorie. Nos scientifiques, nos collègues font des recherches sur une meilleure génétique, sur de meilleures conditions d'élevage pour les animaux, sur une meilleure nutrition. Tout cela n'a de sens que si nous pouvons relier ces recherches à la réalité et les mettre en pratique sur le terrain. Il va donc de soi que nous devons travailler avec l'industrie. Dès que j'ai lu la déclaration de Dublin,
J'ai constaté que c'était très similaire à ce que l'industrie des combustibles fossiles a fait avec la pétition de l'Oregon. Cette pétition a récolté des milliers de signatures pour remettre en question le rôle des activités humaines dans le changement climatique. La pétition de l'Oregon a été rédigée en 1998 par des scientifiques proches des géants du pétrole pour nier l'effet des combustibles fossiles sur le réchauffement climatique. Ces auteurs diffusent aussi leur message dans la presse, jouant déjà sur la notion de mythe, comme le fait aujourd'hui l'industrie de la viande. Ils disent « Attendez, il n'y a vraiment pas de consensus. » Regardez tous ces signataires. Nous vous montrons des milliers de personnes qui ne sont pas d'accord. Et la déclaration de Dublin, c'est ça. Ils déplacent les mêmes pions sur l'échiquier, comme l'industrie fossile il y a 25 ans. Si nous ne comprenons pas cette stratégie, si nous ne pouvons pas anticiper ce qui va suivre, nous allons être sur la défensive à chaque fois. Nous serons à chaque fois mis en échec et mat. Est-ce que la déclaration a atteint son objectif ? Nous pensons que oui. Nous pensons que dans toutes les grandes capitales politiques du monde, certainement à Bruxelles, certainement à Berlin, à Washington, à Canberra en Australie, les ministères concernés sont tous au courant de la déclaration de Dublin. Nous constatons que le débat sur la viande est déjà devenu plus équilibré, plus nuancé. Pour nous, c'est un succès, du moment que nos preuves scientifiques sont utilisées pour prendre des décisions. C'était notre intention. C'est la définition du succès. Des dizaines de mails obtenus par Unearthed, l'unité d'investigation de Greenpeace, révèlent comment, à force d'insister, Per Ederer et ses collègues ont effectivement réussi à gagner le soutien du commissaire européen à l'agriculture, comme le prouve ce tweet. La déclaration de Dublin sur l'élevage est une contribution valable aux débats européens. Je recommande sa lecture. Cela n'a pas échappé aux nombreux lobbies de l'industrie agroalimentaire. Dans une lettre adressée à ce même commissaire européen, il mentionne son tweet et se réfère à la déclaration pour remettre en question les risques liés à la consommation de viande. Nous souhaitons vous rediriger vers la déclaration de Dublin que vous avez aussi soutenue sur Twitter. La déclaration ne dit absolument rien des impacts en matière santé, en matière sur le climat, en matière environnementale. Et donc, elle a été utilisée pour un peu créer du doute autour du consensus qui existe sur les répercussions de notre consommation de viande. Au sein du BUC, la principale organisation de consommateurs européens, Camille Perrin est spécialiste des dossiers agricoles. La déclaration de Dublin, elle a été lancée fin 2022 et il faut savoir que c'est la période où l'Union européenne met en œuvre sa stratégie de la ferme à la fourchette. C'était une stratégie qui avait pour but d'enclencher la transition vers une alimentation plus durable. Donc cette stratégie était un peu perçue comme une menace par les lobbies de l'élevage et de la viande. Il y avait aussi des discussions sur un plan d'action pour lutter contre le cancer qui pointait du doigt notamment la viande rouge et transformée comme un facteur de risque. Et donc ça aussi, c'était perçu comme une menace. Et donc la déclaration de Dublin a été lancée à ce moment-là pour apporter des arguments, des munitions aux politiques qui souhaitaient s'opposer à des politiques ambitieuses en matière environnementale. De fait, Per Ederer n'est pas vraiment un grand fan de ces stratégies européennes visant à réduire la production de viande. Il n'hésite pas à les qualifier d'hystériques, comme dans ce tweet de juin 2023. L'homme réservé semble se lâcher sur les réseaux. Les anti-viandes allemands sont des psychopathes, les véganes des malades qui devraient aller voir un psy. À se demander si ce consultant n'est pas soutenu et financé par l'industrie de la viande. Je reçois des fonds de différentes sources, publiques et privées. Et les sources privées, elles sont proches de l'industrie de la viande ? Les sources privées comprennent également des entreprises proches de l'industrie de la viande. Cependant, tous mes résultats sont indépendants de mes financements. Mes recherches sont guidées par les preuves scientifiques et non par l'origine de leur financement.
En tant que scientifiques, nous n'approuvons pas tout ce qui se passe dans l'industrie de l'élevage. Nous n'affirmons pas que tout se passe parfaitement et que tout est bien organisé. Vraiment pas. Il y a de nombreuses pratiques qui ne sont pas correctes et qui devraient être améliorées ou optimisées. Mais ce n'est pas une raison pour dire que l'animal doit disparaître de l'agriculture. C'est une raison pour dire que nous avons besoin d'un meilleur système de production. Ils apparaissent comme étant nuancés. Ils disent « Nous reconnaissons qu'il y a un problème avec l'élevage ou qu'il contribue dans une certaine mesure au réchauffement de la planète. » Mais ils contestent et minimisent le rôle du bétail et du méthane dans le changement climatique. Et ils disent « Nous faisons quelque chose pour y remédier. Nous créons des additifs alimentaires, nous créons des digesteurs de méthane, nous allons résoudre les problèmes technologiquement. » Cela dure depuis 35 ans et ils n'ont toujours pas résolu les problèmes avec les technologies qu'ils ne cessent de promouvoir. C'est très frustrant car nous avons perdu 35 ans pour faire des changements qui se traduiraient par une réelle différence. Au final, au sein de l'Union européenne, plusieurs projets visant à réduire la consommation de viande ont été freinés ou carrément mis à l'arrêt. Il faut quand même reconnaître que le contexte politique et économique, globalement, est devenu assez hostile à toute politique en matière de durabilité, mais la déclaration de Dublin est un des éléments qui ont contribué à cette mise en pause. En Suisse, Per Ederer a aussi été accueilli à bras ouverts par l'industrie de la viande. On le voit ici en visite dans un abattoir alémanique. Discussion en Suisse aujourd'hui sur comment protéger le secteur suisse de la viande des attaques de fanatiques. Les fanatiques anti-viande n'ont pour l'instant pas gagné. Je suis très content que pour une fois, un scientifique ose prendre le contre-pied des opinions mainstream publiées dans la presse, comme le fait M. Ederer, et qu'il dise non, ce n'est pas juste. Il démontre clairement que la production de viande, par exemple en Suisse, peut être durable. Et je pense qu'il est important que des personnes comme Per Ederer soient entendues. Mike Heger pourra sans doute compter sur ses nombreux alliés au Parlement, dont le président de l'UDC, Marcel Dettling, par ailleurs membre de la Fédération des engraisseurs de veaux, pour contrer la nouvelle stratégie climatique de la Confédération, qui vise à diminuer production et consommation de viande. Nous allons prendre connaissance et examiner cette stratégie. Nous allons certainement en débattre, mais je suis confiant. Nous allons maintenant mettre en place une politique agricole adaptée à la réalité du terrain et qui réduise enfin un peu la multiplication des exigences et des injonctions diverses. Les demandes de cette stratégie n'auront pas un grand impact, parce qu'au bout du compte, nous voulons une agriculture productive. C'est ce que je défends avec toute ma détermination. Autant dire que la stratégie climatique de la Confédération risque bien de mordre la poussière au Parlement. Mais loin des cénacles politiques, une nouvelle génération de bouchers et d'éleveurs prend les devants pour changer le monde de la viande. Quand il a ouvert sa petite boucherie au centre de Genève, Yann Flores voulait apporter une réponse locale aux dérives de l'industrie et pratiquer son métier dans le respect des animaux et du climat. Nous, tout ce qu'on vend ici, c'est avec une conscience tranquille, c'est-à-dire que je connais les lieux d'abattage, je connais les élevages, je connais l'alimentation, ce qui nous permet un peu de vendre sans souci une viande de qualité premium, toute propre. Il a 32 ans et des convictions bien ancrées. Lors de son apprentissage, il a travaillé dans des grands abattoirs et cela l'a bien dégrisé. C'est quand même un autre rapport avec les animaux quand on est boucher passionné, qu'on se fait du souci pour le bien-être animal, que si on est simplement employé dans une immense structure où en fait l'animal est un numéro. Dans les grosses chaînes d'abattage, c'est vraiment un rythme. En fait, chaque poste est décortiqué pour un employé, ce qui fait qu'ils ont vraiment optimisé la démarche au maximum en visant le rendement. On peut tuer un animal par minute, à peu près, dans un gros abattoir. Là où chez nous, c'est 1 heure pour un bœuf.
Avec un ami d'enfance, informaticien, il commence par lancer il y a 4 ans une plateforme internet qui vend des morceaux de bœuf, d'agneau et de porc genevois, encore sur pied. Quand l'animal entier ou presque est vendu, il est abattu. Au début, on partait pas gagnant dans le sens où il faut se faire un nom. C'est plutôt une branche où on ferme plutôt qu'on ouvre. Surtout que nous, on avait une idée autre que vendre de la viande. Nous, ce qu'on voulait, c'était rendre accessible ce qui se fait sur un canton aux habitants de ce canton. Bon, c'est quoi que tu leur donnes là? C'est la farine de blé. Du coup, toutes les farines qu'on donne aux bêtes chez nous, elles sont faites chez nous. À quelques kilomètres seulement de son magasin dans la campagne genevoise, il rend visite comme chaque année à l'un des éleveurs avec qui il collabore. On va aller voir quelques bêtes. Les autres, elles sont montées à l'alparage. Attends, on va voir si... Elle est belle! Allez, viens! Bon, là, alors, à voir, elles ont envie de rester posées. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Et on va dire que 90% ils montent à la montagne, puis on garde toujours une dizaine de mères avec leurs veaux et celles qui sont un petit peu en retard pour l'évélage. Et puis comme ça, on peut y suivre comme il faut, quoi. Ok. Je regarde, il y a un petit veau qui est né cette nuit. On voit la mère, elle a encore un petit peu de traces derrière. Ah, ouais. Puis le petit est juste à côté. C'est cool, ça s'est bien passé. Mais elle a dû le faire de bonne heure ce matin parce qu'il est déjà tout sec, elle l'a déjà tout léché. C'est vrai? Ouais. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on travaille ensemble. On a réussi à fixer un calendrier annuel sur le nombre de bêtes que nous on arrive à élever et le nombre de bêtes que lui il a besoin pour sa vente. Et on est en gros à 1 bête par mois, ou voire 2 pendant les mois d'été. Est-ce qu'on pourrait se passer d'élevage en Suisse? Alors non, pour moi non, c'est clair. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir, quoi. Après, si on n'a plus d'élevage, on n'a plus l'engrais naturel, donc comment on va donner à manger à nos plantes, on va dire, ça va être très compliqué. Du coup, les rendements vont baisser, du coup, il y aura moins à manger pour les humains. Donc je pense que c'est quand même un certain équilibre à avoir. L'exploitation des frères Lézère a passé en bio il y a 9 ans et les bêtes qui sont à l'alpage broutent dans une zone protégée. Qu'est-ce qui vous a motivé? Le bien-être des animaux, notre bien-être à nous et à notre employé aussi pour les cultures, quoi, de ne plus utiliser de produits chimiques et puis de laisser la terre pour nos enfants le mieux qu'on peut. Le modèle du jeune boucher genevois répond visiblement à la demande de certains consommateurs. Au bout de 2 ans d'activité sur Internet, il a ouvert un magasin dont les ventes dépassent désormais celles de sa plateforme. D'habitude, j'aurais tendance à vous dire que ça sèche un peu, mais dans nos ports, là, c'est vraiment, ça reste juteux. Ouais, vraiment. Le gros de ma clientèle, c'est des gens qui ont commencé à vraiment faire attention à ce qu'ils voulaient manger. Je pense qu'il faut manger de tout. Faut pas s'enfermer. Ensuite, c'est comme tout, la viande, il faut la choisir. Faut pas en abuser. Faut pas en manger de trop. Manger moins, mais manger mieux. Les gens peuvent changer ce qu'ils mangent 3 fois par jour sans trop de difficultés. Mes recherches sur l'industrie fossile m'avaient persuadé qu'agir au niveau individuel n'allait pas faire changer les choses et qu'il fallait agir sur le système lui-même pour le transformer. Mais depuis mes travaux sur l'industrie de la viande et des produits laitiers, et j'en ai fait beaucoup, je me suis rendu compte qu'il fallait revenir à la notion de responsabilité individuelle. L'industrie y est tellement opposée, ça doit donc être une arme puissante. Ils savent que les consommateurs pourraient tout bonnement supprimer la viande quelques jours par semaine, voire à chaque repas, ou passer du bœuf aux haricots ou à autre chose. C'est une menace pour l'industrie, une menace majeure. À nous donc de choisir.